Très bien. Bonsoir, Arthur me fait signe. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Quelle Comédie, l'émission consacrée à l'actualité de la Comédie Française, 35e édition de cette émission dont on ne savait pas si elle allait durer ou pas. Et puis si, finalement, tout dure. Je suis Béline Dola et comme chaque lundi, je retrouve mon camarade Arthur Lenoir qui filme et répond en direct déjà à vos questions et à vos commentaires. Bonsoir, cher Arthur. Bonsoir fait-il de la tête. Dans quelques jours après le studio de théâtre et la salle Richelieu, le théâtre du Vieux Colombier, 3e salle de la Comédie Française, rouvrira ses portes au public avec une pièce adaptée du roman de J.M. Coetzee. En attendant les barbares, Camille Bernon et Simon Bourgade, bonsoir. Bonsoir. Comédiens, comédiennes, metteurs en scène, vous avez fondé la compagnie Mauvais Sang et vous adaptez pour et avec la Comédie Française ce texte de l'auteur sud-africain naturalisé australien, je crois, un texte publié en 1980, son premier grand succès public en attendant les barbares est le roman qui a fait connaître John Maxwell Coetzee, dit J.M. Coetzee, je vais y arriver à un moment donné, 2 fois Booker Prize et prix Nobel de littérature en 2009. Donc, merci de votre présence ce soir à la table du secrétariat général, c'est ainsi qu'on l'appelle. Parce que j'imagine que vous avez fort à faire à 3 jours de cette première, après des mois sur pause et quelques semaines de répétition. Question simple, comment ça se passe? Comment allez-vous? Moi, je suis dans le moment où je sens qu'on lâche le spectacle, c'est-à-dire qu'on lâche prise et qu'il va appartenir aux comédiens. J'avais un peu la crainte en reprenant parce qu'on les a pas vus pendant 2 mois et puis là on est arrivé un peu avec puis c'est un spectacle où il y a beaucoup de techniques, où c'est assez difficile, et puis c'est un roman qui a une particularité où c'est plein de petites scènes très très courtes parfois. En tout cas on a tout un acte qui est très très court, donc il faut ça demande beaucoup de raccords, de travail un peu technique et laborieux. Et j'avais un peu la crainte de ne pas retrouver cette sensation que j'aime beaucoup avant une création, c'est-à-dire de lâcher, et qu'on soit obligé de tenir jusqu'à la première. À cause des éléments techniques qui sont contraignants. Voilà, de la contrainte, et puis peut-être est-ce que on est bien, est-ce qu'on arrive bien est-ce que ça ressemble à ce qu'on avait tous communément avec les comédiens et techniquement et les techniciens en tête. Et on a fait un filage monstre. Il y a quelques jours où enfin les choses du puzzle, parce qu'on a beaucoup répété avec pour des questions d'indisponibilité et puis de calendrier, on a répété beaucoup en puzzle ce spectacle, donc c'est la première fois qu'on le voyait un peu d'un bout à l'autre, et c'était un peu foutraque, un peu. Et puis en fait, en y repensant, une nuit, on a un peu redécoupé des choses, etc. On a simplifié, et puis c'est comme s'il avait le second filage qu'on a fait le lendemain. Le spectacle était né. Donc il y a encore des petites choses à faire, des raccords là qu'on s'évertue à faire avec Simon. Mais en tout cas, moi aujourd'hui, je suis très heureuse de sentir que je peux aussi avec ce spectacle-là, comme j'aime le faire, me dire ok, maintenant il appartient aux acteurs et ceux qui vont continuer à le faire grandir. Mais nous on a un peu on a fait que le terreau, on a créé le terreau pour que ça puisse fleurir, et tous les soirs et pour les semaines à venir. Et ce spectacle, Simon, vous l'avez préparé quand? Parce que c'est quand même une période un petit peu singulière. Alors, Éric Cruche nous en a fait la proposition il y a 3 ans maintenant, si je ne me trompe pas, en 2018, il y a 3 ans, en juin 2018. On a cherché un petit moment ce qu'on avait envie de monter ici à son invitation. On en a longuement discuté tout un été, et puis ce roman est arrivé, donc ça fait maintenant 2 ans qu'on travaille sur l'adaptation, puis on a rencontré les comédiens, on s'est répété, s'arrêter pendant les répétitions, reprendre les répétitions, s'arrêter à nouveau, reprendre, tout ça, en fait, vous avez commencé pendant la pandémie? Un petit peu avant, mais oui, la pandémie, on a travaillé chacun sur notre petit ordinateur à distance sur l'adaptation. Absolument, premier confinement, absolument. Et puis, c'est un projet à long cours, donc on est en train d'accoucher enfin du spectacle. On est très très heureux, un peu fébrile aussi, mais lâcher aux comédiens, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que c'est comme un livre qui part en librairie. C'est faire confiance. Je sais pas, c'est se dire que
On a tissé un dialogue avec eux et nos techniciens pendant tous ces derniers mois, et que ils le portent, et que chaque individu, chaque comédien porte en lui peut-être même presque bien plus que a une meilleure connaissance à son endroit de ce qu'il a à faire, et chacun apporte un peu. C'est un peu comme moi je vois ça un peu comme un orchestre. Chacun joue son instrument et sait ce qu'il a à faire, et en même temps il écoute aussi ce qui se passe et il sait dans quelle mélodie il s'inscrit. Et j'ai l'impression que là on a comme trouvé l'endroit, et on connaît la mélodie qu'on doit faire ensemble. On la reconnaît, on l'a éprouvée, on l'a connue. Donc maintenant c'est comme si chacun pouvait s'emparer de son instrument, tout en sachant dans quelle mélodie ils vont faire ensemble. Donc pour moi c'est lâcher, c'est comme dire ils vont pouvoir faire grandir encore de plus en plus, et c'est une question de confiance, j'ai l'impression. Et par quel mouvement magique, ou pas du tout magique, on passe d'un filage dantesque et foutraque à quelque chose de beaucoup plus précis et d'abouti en une nuit? C'est pas un mouvement magique, c'est simplement beaucoup de jus de cerveau, beaucoup de café, beaucoup de réflexions en commun, ou séparées. Et puis ouais, c'est ça. Mais on a travaillé comme ça cette fois-ci, et puis d'autres sur des précédents spectacles, de fabriquer des objets un peu touffus, et puis de continuer à élaguer jusqu'à tard, presque jusqu'à la première, voire après la première, en disant ok, cette chose-là, on l'a travaillé longtemps, mais on l'enlève, c'est mieux sans, c'est mieux d'épurer, c'est mieux de donner de l'air, etc. Là, c'était la semaine dernière. Oui, c'est ça. Moi, j'ai un peu la sensation, en tout cas, moi, c'est comme ça que je travaille, et puis je pense aussi un peu peut-être à un autre endroit, mais j'ai un peu comme besoin de faire fleurir chacune des fleurs. Je parle beaucoup de fleurs. Hein. Je dois être oui, c'est en lien avec cette robe très jolie. J'ai un peu besoin d'essayer de porter au maximum chacune des scènes. Et ensuite, c'est comme si je composais un bouquet. C'est-à-dire qu'une fois que la chose elle est devant mes yeux, je me dis ok, ça c'est évidemment, ça on va l'enlever, ça on va couper, ça on va raccorder, etc. Mais c'est presque une évidence d'un coup. Parce que vous avez une connaissance finalement absolue de ce qui se passe. Simplement, on porte le projet depuis tellement longtemps qu'on connaît un peu ses interstices, ses points de force, ses points de faiblesse, les choses dont on a le désir sur telle ou telle scène, sur un acte entier, un mouvement qu'on désire obtenir. Donc comment est-ce qu'on va arriver à le faire? C'est presque quelque chose de musical. Donc il y a c'est une opération un peu magique quand même, un peu mystérieuse. Alchimique un peu, c'est-à-dire qu'il y a des éléments, puis d'un coup, hop, ça va l'une après l'autre, ça va produire quelque chose, ça va vibrer différemment. En tout cas, moi je parlerais plus d'une espèce d'évidence. En le voyant, on s'est un peu dit, ok. Alors, du coup, on avait aussi la peur est-ce que ça va être digéré rapidement, ces coupes, est-ce que c'est toujours un deuil aussi pour les acteurs, certaines scènes qu'on enlève, alors que l'acteur avait beaucoup construit dessus, et du coup, il faut qu'on puisse, nous, on a la vision d'ensemble, mais du coup, on vient heurter, des fois, des chemins intérieurs qui vont, du coup, être quand même en sous-bassement, chez chacun des acteurs, mais on est obligé de kill the darlings, pardon, comme dit, c'est Faulkner qui dit ça, c'est enlever tout ce qu'on adore, mais qu'en fait ne sert pas le projet global. Donc c'est des choix qui sont très difficiles, mais que je crois on fait parce qu'on sait là où on va, et du coup, même si c'est difficile de les amener, et peut-être même de les digérer pour les acteurs parfois, ils nous font confiance quand même, parce qu'ils ont une très grande intégrité. Et du coup, ils font confiance à notre regard, malgré tout. Malgré le deuil que ça peut faire de couper telle ou telle chose, ils font confiance, j'ai l'impression. Alors, c'est en voyant la maquette d'un de vos spectacles, Change Me, que l'administrateur général, Eric Ruff, a eu l'idée, l'envie de cette collaboration, c'est ce qu'il dit en tout cas, entre la Comédie Française et votre duo, je ne sais pas comment le qualifier autrement. Quelle était la commande précisément? Enfin, si seulement elle était précise. Mais non, c'est ça qui était fou, et c'est ça. C'était une carte blanche. Il nous a dit qu'est-ce que vous avez envie de monter? Je vous propose le Vieux Colombier pendant un certain temps. Pendant 6 semaines. Voilà. Alors moi, de cette réunion, j'ai juste marqué 6 semaines Vieux Colombier sur mon carnet, en y croyant à peine. Voilà. Puis on lui a proposé 2 projets, celui-ci et un autre, il a plutôt retenu celui de Coetzee. Et puis c'était parti. En fait, c'est quand même fou cette situation. Enfin, je veux dire, on est très jeunes gens. C'est d'une audace folle et en même temps merveilleuse qui nous est proposée. À votre avis, sur quel point d'accroche en fait vous vous êtes retrouvé? En d'autres termes, qu'est-ce qu'il a trouvé chez vous qu'il n'a pas ici? Puisqu'ici il y a une troupe de comédiens, mais qui sont aussi pour beaucoup des metteurs en scène.
Certaines personnes nous ont dit que c'était le fait qu'on appréciait énormément dans nos spectacles conjuguer différentes esthétiques. C'est-à-dire qu'on peut commencer par, je sais pas, dans Change Me par exemple, il y a une très longue soirée d'adolescents réalistes pendant 45 minutes, puis d'un coup il y a une scène en alexandrin, puis d'un coup il y a une archive d'un événement réel, puis il y a une scène très très onirique, et puis il y a à nouveau une scène en alexandrin, cette espèce de polysémie, ouais, d'hybridité, un peu déforme. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui lui avait plu. Ouais. Vous n'avez pas parlé, il vous a juste dit bon, ce serait bien, faisons quelque chose. Je crois que ce qu'il a aimé, par exemple, c'est qu'on allait toujours à des endroits, en tout cas dans Change Me, je sais pas si ça va être le cas sur celui-ci, parce qu'il a sa particularité propre, mais en tout cas dans Change Me, ce qu'il avait aimé, c'est qu'on a l'impression que on faisait des virages à 90 degrés à chaque fin, et qu'il savait jamais là où on allait aller, et qu'on était tout le temps surpris. En tout cas dans ce spectacle-là, et c'est ça qu'il avait apprécié, par exemple. Et je pense aussi... Je crois aussi qu'il a aussi, j'ai l'impression, quand on voit un peu sa programmation, qu'il a aussi à cœur de mettre en avant des jeunes metteurs en scène, créateurs, et que c'est un peu une politique qu'il s'est fait et qui est très forte et qui est c'est un vrai pari il a vu juste une seule chose de nous. Et c'était une chose inaboutie puisque c'était... En fait, il est venu voir aussi il est venu voir la maquette et puis il a suivi notre travail, puis après il est venu voir la dernière qu'on avait présentée au Théâtre de la Tempête, et c'est à la suite de cette dernière-là qui nous a fait la proposition de venir mettre en scène ici. Voilà. Alors quand on chemine avec une institution, parce que c'est une institution, aussi, c'est un grand théâtre, mais c'est aussi une institution sous tutelle de 2 ministères. Quelle est la part négociable et la part non négociable ? Honnêtement, moi j'ai l'impression que le cadre il est déterminé, c'est-à-dire on avait quelques contraintes à respecter, peu, et que le reste était entièrement libre, et qu'il y a à la fois chez les équipes du Vieux-Colombier et puis les équipes de Richelieu une forme de confiance en nous, jeunes gens, en nos demandes, parfois un peu saugrenues, parfois un peu... Saugrenues par rapport à quoi ? Je sais pas, je pense à par exemple, on a demandé, finalement on ne le fait pas, mais on a demandé la semaine dernière au directeur technique du Vieux-Colombier si on pouvait amener la commande électronique de toutes les perches sur le plateau pour un effet. Il a montré au public. Il a dit, on m'a jamais demandé ça. Bon, bah voilà, c'est parce qu'on avait envie de mettre en jeu le théâtre en tant que tel. Et bon, je sais pas, il est de très bonne grâce. Il nous dit, oui, on va voir peut-être où on va vous fabriquer une fausse. Pour nous, c'est ça, exactement. Voilà, donc non, il y a une forme de confiance, et aussi je voudrais redire là à ce micro que il y a une forme d'échange merveilleux qui s'est passé avec les équipes du Vieux-Colombier. Une très très grande relation qui s'est tissée au fur et à mesure et qui nous Vous avez répété là-bas ? accompagne. On a répété ici, à Richelieu, et puis ensuite, là, ça fait 2 semaines et demie qu'on est au Vieux-Colombier. Jour et nuit. Jour et nuit, un peu. Bah, en tout cas, ça nous fait tôt le matin jusqu'à tard le soir. Il fait beau. Mais je pense qu'ils sont très heureux aussi de voir leur théâtre à nouveau complètement ventilé, en activité. Et puis nous, ça nous fait beaucoup de bien aussi d'avoir beaucoup de temps aussi informel avec les comédiens, chose qu'on n'avait pas eu jusqu'ici, parce qu'avec la pandémie aussi, on a passé pratiquement 2 mois masqués, donc les comédiens ne connaissaient même pas notre visage, quand même. Donc c'était genre, ils l'ont découvert comme ça, au détour d'un verre, ou d'un thé, même pas. Et ils venaient pour répéter, puis ils repartaient, alors que là, on peut un peu manger ensemble, parce que nos horaires font qu'on a des temps de pause. Donc, et ça, c'est un peu je crois que c'est ce qui donne la force à un spectacle aussi, c'est comment est-ce qu'on a réussi à faire famille avec des individualités tellement différentes. Au début, on est obligé de passer des rencontres. On est comme dépendants, les uns des autres. C'est-à-dire que pour que le spectacle soit beau, il faut qu'on arrive à faire que tout le monde soit heureux et confiant et fort de sa puissance, et du coup on fait famille avec ces gens-là, nous, notre équipe technique avec qui on travaille depuis plusieurs années. Oui, vous déjà. arrivez avec votre petite troupe en fait. Une petite troupe à nous, et puis aussi puis il y a des comédiens qui quand même n'avaient peut-être jamais travaillé ensemble, etc. Donc on est obligé de tisser des liens, et je crois que c'est aussi en dehors, au-delà de la fiction qu'on propose aux gens, ce qu'on leur donne à voir, c'est aussi tous ces liens invisibles et toute cette... Qui font le théâtre aussi. Oui, bien sûr. Et comment on a réussi se sentent sur un plateau. Voilà, comment on a fait famille, en fait, sur un temps donné. Donc c'est pour ça que c'est toujours d'ailleurs une espèce de petit déchirement quand un spectacle s'arrête, parce que du coup on a l'impression que ces personnes-là particulièrement nous manquent comme jamais, alors que des fois c'est des gens qu'on a rencontrés qu'on ne connaissait pas 2 mois plus tôt. Donc et je crois que c'est cette chose en plus qui fait si on peut appeler, je sais pas, la grâce, ou en tout cas une chose qui est un peu invisible, mais qui se sent.
Mais est-ce que ça, c'est spécifique à la Comédie Française? Parce qu'il y a un écosystème qui est quand même assez unique, et avec des usages qui sont, pour certains, pluriséculaires. Bon, l'alternance, elle ne concerne pas le Vieux Colombier, mais il y a tous ces métiers, en fait, qui sont intégrés. Donc, on a des décorateurs, on a la production, etc. Est-ce que ça change votre façon de travailler? Non, mais par exemple, Camille le disait, on a amené notre équipe de créateurs techniques avec qui on travaille depuis le début, c'est-à-dire 3-4 spectacles maintenant. Et puis, il y a une équipe de permanents au Vieux Colombier. Donc, effectivement, et à la fois, c'est pas nos créateurs qui vont jouer nos régies pour la première fois sur un autre spectacle, je crois. Et en même temps, cette transmission, elle se fait, comme je le disais tout à l'heure, elle est très heureuse. Et puis eux-mêmes, ils ont fait créer des liens. Du coup, ils sont à deux, là, entre le permanent et nos créateurs qui sont à la même table et du coup, qui créent aussi, eux, des liens et qui font famille aussi pour arriver à communiquer ensemble et ils suivent à deux tout ce qu'on est en train de faire. En fait, il y a un temps d'adaptation qui est très court parce que tout le monde sait ce qu'il a à faire. Ça, je pense que c'est la spécificité de la maison, peut-être, avec effectivement ce rythme incroyable qu'il y a habituellement. Bon, là, nous, on n'a pas trop eu à y faire face, mais parce que grâce à la pandémie, c'est une bonne chose qui en est ressortie. On a pu avoir les acteurs avec nous en répétition sur un temps beaucoup plus long qu'habituellement. Mais oui, c'est des bêtes de travail. Les comédiens, c'est de la distribution. Déjà, ils se connaissent, tous plus ou moins bien, mais ils se connaissent quand même. Et puis, on en connaissait certains. Artistiquement, vous voulez dire? Oui, c'est ça. Et puis, humainement aussi, voilà. Il y en a qui se fréquentent depuis un petit moment déjà, quand même, dans la troupe. Et puis comment est-ce qu'on arrive avec cette communauté d'occasion là, à fabriquer un petit chose magique, quelque chose peut-être même nous renouveler des rapports aussi. Je sais pas, mais c'est-à-dire vous le fait que vous arriviez de l'extérieur, peut-être que les fictions, la fiction qu'on propose, ou en tout cas le fait de venir de l'extérieur, j'ai l'impression peut-être que les liens qui se tissent entre les acteurs sont un peu différents d'un projet à l'autre aussi. Ils peuvent se renouveler, c'est pas les mêmes. Ouais, je sais pas, j'ai l'impression que... Les mêmes énergies? Oui, les mêmes énergies, parce qu'en fait, c'est quand même une distribution, c'est un équilibre particulier, c'est aussi une alchimie particulière, donc en fait, en fonction de... Si on avait pris un tel ou un tel à la place d'un autre, en fait, je pense que ça aurait équilibré d'une autre façon. Et la distribution, ça fait une petite cosmogonie comme ça, qui s'invente, et même s'ils se connaissent tous, plus ou moins, et quand même, ils sont quand même dans cet effort-là de créer quand même de nouveaux liens, j'ai l'impression. Comment, justement, cette distribution, comment on arrive à la Comédie Française? On a un projet, on a la troupe. On n'a pas toute la troupe, mais et vous avez, votre projet, et comment ça se passe, en fait? Il y a les gens qui sont disponibles, il y a les gens avec lesquels que vous avez vu jouer, avec lesquels vous avez envie de travailler, il y a ceux que vous rencontrez, et du coup, vous avez aussi envie de travailler avec eux. Comment ça se met en place, cette petite cosmogonie, justement? C'est un équilibre... subtil de plein de paramètres. Oui. Vous avez combien de comédiens là? 7. Donc on a Didier Sandre, magistrat Sulian Brahim, Stéphane Varupen, Clément Bresson, Elissa Aloula, Christophe Montenez, non des moindres, et Étienne Galarag, qui est un jeune comédien qui sort du conservatoire, qui est rattaché momentanément au spectacle. Au Vieux Colombier, ouais. Comment ça se constitue C'est sûr qu'il y a quelque chose de différent d'habitude quand on monte un spectacle. Chaque comédien, c'est des comédiens des fois qu'on a un peu des comédiens qu'on adore, qui sont peut-être jamais rencontrés. Donc du coup, il y a quelque chose qui doit s'inventer, d'autant plus que les gens ne se connaissent pas parfois. Là, c'est sûr qu'on arrive face à une troupe quand même. Donc peut-être que je ne sais pas à quel point ça change les rapports, ça change peut-être quelque chose, mais... Vous, dans la direction, parce que la direction d'acteur, c'est un élément structurel dans votre travail, c'est quelque chose d'important, vous travaillez beaucoup et discutez beaucoup avec eux, je crois. Ouais. Est-ce que le fait de la troupe change, modifie votre travail à vous de metteur en scène et votre travail de direction d'acteur? Ça, je ne l'ai pas du tout senti. Moi non plus, et surtout, par exemple, j'ai l'impression qu'on les a rencontrés Voilà, il y avait un certain nombre de personnes qui étaient disponibles pour ce spectacle, à la fois des gens à qui on avait rêvé avant de savoir ça, et puis on a fait des rencontres avec chacun d'entre eux. Puis c'est surtout dans la rencontre humaine et artistique que tout ça s'est fabriqué. Donc comment est-ce qu'on s'est senti, comment est-ce qu'on a raisonné les uns avec les autres au moment où on se rencontrait il y a un petit moment déjà, l'année dernière je crois. Et puis cette chose-là, comment est-ce que ça se dépose ou comment est-ce que ça se travaille? Nous c'est sûr qu'on essaye
de mettre l'acteur au centre du travail toujours, parce qu'on peut faire un spectacle avec rien d'autre qu'un comédien. Je ne crois pas, en tout cas peut-être ça a été fait, qu'on puisse faire un spectacle avec juste un décorateur ou juste un éclairagiste. Donc c'est le plus clair de notre temps est passé en direction d'acteur, on travaille avec les comédiens, on reprend les scènes, on en discute énormément, on a envie qu'ils soient autant créateurs que nous peut-être, en tout cas même si c'est une espèce de vœu. Et eux ils sont preneurs de ça? Ouais, je crois. Complètement, mais en plus je crois que c'est non seulement c'est prédominant, mais alors déjà c'est passé aussi parce qu'on est comédien, mais je crois que c'est peut-être une des choses qu'on préfère faire, c'est-à-dire que c'est un endroit où on est tellement humainement, qui nous demande d'être tellement être sur l'autre, parce qu'en fait chaque acteur a des trajectoires intérieures différentes, a une façon d'arriver à un endroit de jeu différente, et d'essayer de comprendre, enfin je veux dire d'être complètement sur l'autre pour essayer de comprendre quels sont ses chemins, d'être comme au service de ses chemins à lui, d'essayer de guider dans ses chemins à lui, et même des fois on se rend compte qu'on dit, il y en a un on lui dit comme ça et ça ne marche pas, alors qu'un autre on lui parle de cette manière-là, il va comprendre tout de suite et ça il l'intègre et il arrive à se modifier, mais du coup cette espèce c'est un temps qu'on ne peut pas enlever des répétitions, c'est aussi un temps de comprendre l'autre, comment est-ce qu'il communique, comment est ce dont il a besoin, et moi je crois que c'est... Et c'est un temps individuel, c'est-à-dire que vous... Non, c'est un temps qui est tout le long des répétitions en fait, et tout le long des répétitions on se confronte à ça, c'est-à-dire que les acteurs on dit ah tu devrais le faire plus comme ça, puis on dit ah ça marche pas sur lui, il comprend pas cette phase, enfin je veux dire du coup qu'est-ce qu'il comprend, comment est-ce qu'il comprend, comment on peut se mettre au service de son chemin comme je dis. Je pense que c'est et ça vous passionne en plus. Oui. Ouais. Humainement, c'est très fort en fait d'être, comme je vous dis, d'être dépendant. On est dépendant pour que la chose elle émerge. Donc en fait, on est obligé de se mettre à leur service pour que ils puissent être plein de leur puissance et de leur disons côté. Que c'est votre façon de faire. Il y a des tas de metteurs en scène. Oui, mais on est aussi là, on vient de passer 4 ou 5 jours de suite à régler des choses techniques très très fortes et très très compliquées, etc. Même genre, je veux dire, au niveau de coordination, son, vidéo, lumière, etc. Ouais, ça, on va en parler. Parce que mais en dehors de ça, c'est quand même genre, c'est une aventure humaine, le théâtre quand même, avant tout. En tout cas, c'est pour ça que j'en fais, j'ai l'impression que c'est ce qui nous relie aussi avec Camille, qu'on a envie de rencontrer des gens fous, forts, talentueux, beaux, et de les embarquer. Ouais, les embarquer avec nous, mais aussi avec un public. Et travailler avec cette matière humaine-là, quoi. Et alors, comment vous les embarquez dans ce projet dont on va parler plus précisément, et qui est effectivement un peu iconoclaste par rapport à une grande pièce molièresque classique donnée à Richelieu. Vous leur expliquez dès le départ de quoi il va s'agir, ou alors vous les laissez découvrir morceau par morceau? Je crois qu'à la lecture du script, on l'a fait un peu, ça ressemblait un peu presque à vraiment un scénario de film, mais quand même un peu. Vous avez fait une lecture à la table? Oui. On a fait une lecture, mais je crois que chacun, à son endroit, s'est dit... ça leur parlait très très fort, parce que c'est un roman qui parle... Qui résonne extrêmement fort. Alors de quoi ça parle en attendant les barbares? Ce roman et votre adaptation. On a essayé d'être relativement fidèle au roman, donc on espère... Il y a un gros travail d'adaptation. Oui. Ouais. Pour faire théâtre de ce roman. C'est ça. Parce que et rendre compte... Et en même temps, c'est une matière extraordinaire. Hein. Quand Eric nous a proposé de faire quelque chose ici, on s'est assez tôt dit, travaillons sur un roman, parce que ça nous permettra d'être plus libre que de fabriquer un objet à partir d'une pièce existante. Et vous aviez envie d'être libre? Oui, peut-être parce que c'est une occasion unique de travailler dans une institution comme la Comédie Française, donc de nous dire, ok, quel est le geste qu'on a envie de faire à cet endroit aujourd'hui aussi, de faire un spectacle pour maintenant et pas pour la postérité. Pour maintenant et ici. Ouais, exactement. Dans ce lieu-là. Exactement. Qui porte... Une histoire, un répertoire. C'est ça, et c'est un symbole de plein de choses pour plein de gens en France et à l'étranger. Qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte, c'est une fable, c'est une allégorie où nous, on a presque tiré vers un côté, une utopie noire, une dystopie à l'intérieur de notre adaptation. Ça se passe, on ne sait quand, on ne sait où. C'est l'histoire d'un empire qui est peut-être envahi par des barbares. Plus précisément, ça se passe sur une ville frontalière très isolée du reste de l'Empire, qu'un magistrat, un gouverneur dirige, qui est joué par Didier, donc. Didier Sandre, ouais. Ouais, Didier Sandre. Et puis, dès le début du roman, il y a quelqu'un qui est envoyé par le gouvernement central, qui vient de la police politique de cet État,
pour essayer de procéder à des arrestations et recueillir des témoignages sous la torture de barbares pour savoir si oui ou non il va y avoir une invasion. Et quand ? Ça, c'est la situation initiale. Donc, le magistrat essaye de se dépêtrer de cette situation. Donc, ça se passe dans une caserne. Donc, il y a ses propres soldats. Et puis, ces propres soldats sont réquisitionnés par le colonel Jolle pour effectuer des raids dans le désert où les barbares, qui sont des tribus nomades, gravitent. Puis, ils sont ramenés, puis ils sont torturés, puis ils sont ramenés en plus grand nombre. Et puis, le colonel dit à la fin de l'acte 1, j'ai le renseignement qu'il me faut, c'est bon, je peux rentrer à la capitale, on sait ce qu'on va faire. Voilà, ça c'est un peu l'ouverture, postulat de départ de Coetzee. On n'a pas envie de raconter entièrement la fiction parce qu'on veut emménager des surprises et qu'on peut vous raconter d'autres, que le magistrat recueille une jeune barbare qui a été torturée par le colonel et il la recueille chez lui, il noue une espèce de relation assez étrange, un peu ritualisée avec elle. On ne sait pas si c'est du désir ou si c'est plutôt une espèce de fascination ou de culpabilité. Ouais, c'est ça. Culpabilité aussi parce qu'elle est pleine de stigmates des tortures qu'elle a vécues. Donc il y a des scènes qui nous ont marqué très fort quand on a lu le roman, dont on a voulu se saisir au moment de la mise en scène de l'adaptation. C'est il ne cesse pas de la laver en permanence et de s'endormir à moitié. Donc en fait, on ne sait plus si c'est un rêve ou si c'est la réalité ou pas, et de la questionner sur qu'est-ce que c'est, qui lui ont fait ça, qu'est-ce qu'elle ressent pour ceux qui lui ont fait ça. Et ça devient comme un peu, c'est presque christique, où il fait cette espèce d'ablution, je ne sais pas si c'est ça le mot, mais comme presque pour laver, je ne sais pas. Il lui fait subir des ablutions, enfin si, il fait... Oui, mais un peu comme s'il lui demandait pardon aussi, au nom de la fonction d'État qu'il représente sur les crimes qui ont été commis envers elle. Et puis il décide de la ramener auprès des barbares. Donc il y a une très grande scène dans le roman de rencontre entre le magistrat et les barbares qui représente un peu, pour nous en tout cas tel qu'on l'a lu, l'œuvre d'une figure de l'altérité. Donc ça peut être un peu... Toutes les altérités. Vous transposez cette histoire dans quelque chose de concret ou vous restez dans une dystopie à distance du réel? Ouais. Je crois que ce qui nous a plu à la lecture du roman, c'est justement que c'est que ça n'était, il n'y avait pas de lieu et pas. En fait, on n'avait pas du tout envie de le rebrancher sur quelque chose qui nous paraîtrait peut-être plus anecdotique, parce que ça pourrait être à la fois la guerre d'Algérie, ça pourrait être Israël-Palestine, ça pourrait être ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire. Une crise migratoire. Une crise migratoire et aussi la montée de pensées d'extrême droite très très forte, et puis la peur de l'étranger, la peur de se faire envahir, le grand remplacement, tout ça. Donc on avait envie que les gens puissent se greffer le plus fortement possible avec ce qui se passe. Et qu'au contraire, on n'en fasse pas on ne plaque pas une esthétique particulière. Donc, ou une fiction. En ouvrant au maximum les possibles. C'est ça. C'est ça. Sans jamais dire ces barbares sont des migrants. Exactement. On voulait que ça reste... Une métaphore. Il y a un grand pouvoir poétique à la métaphore quand même, plutôt que à la réalité, au théâtre en tout cas. Et cette poésie, vous l'assumez complètement dans ce projet en fait. C'était Non, il y a une esthétique qui est très réaliste pendant toute une partie, et puis au bout d'un moment on décolle un petit peu de ce réalisme-là à l'intérieur du spectacle. Ouais. Mais quand même, ce qui est très fort avec Coetzee, c'est quand même il dit un empire, donc c'est l'empire, donc c'est quand même lui-même fait œuvre de cette chose-là. Il dit c'est les barbares, l'empire, donc c'est comme s'il faisait. C'est un peu comme, je sais pas, dans le pays lointain de Jean-Luc Lagarce, il y a un garçon, tous les garçons, un guerrier, tous les guerriers. Donc là, c'est un empire, tous les empires, et les barbares, tous les barbares. C'est juste pour travailler sur les frontières, toutes les frontières. Ouais, voilà, c'est ça. Donc on avait envie de conserver cette chose-là. On avait une première piste qui était très quelque chose de peut-être un peu appuyé et du coup qui enfermait la lecture. Et là, au fur et à mesure qu'on travaille, là, qu'on reprend, c'est comme si on élaguait pour laisser cette grande activité qu'on voudrait chez les spectateurs d'espace de projection où les choses ressemblent à une chose et puis ça ressemble aussi à ça, etc. Pour qu'il soit libre et qu'il y ait une circulation qui se crée entre les gens et ce qui se passe au plateau. Et pas juste une chose vous, ce texte qui quand même interroge la violence, l'oppression, en quoi fait-il écho en vous, ou en d'autres termes, en quoi résonne-t-il avec votre travail au théâtre? J'ai l'impression qu'on... C'est quelque chose que vous creusez. Oui, on travaille toujours sur des situations chez une personne ou dans une société de crise. Des moments où quelque chose s'effondre et une nouvelle chose arrive. Et dans l'interstice, il y a quand même... Ouais, c'est ça. Il se passe des choses. Il se passe des choses. Des initiatiques, en fait. Je crois qu'on aime bien les parcours initiatiques aussi pour les personnes. Le premier spectacle qu'on a monté ensemble, c'était Le Songe, d'une nuit d'été,
d'après le songe de Shakespeare, qui est exactement ce que vient de dire C'est Camille. toujours d'après. Ouais. On aime bien l'adaptation, on aime bien l'adjonction de matière ou le retravail. On a un très très grand amour pour les textes, mais on aime aussi leur mettre un peu les doigts dans la prise parce que ça nous intéresse, c'est le présent. Et le présent de la représentation avec les gens qui viennent nous voir aujourd'hui. Donc vous avez effectué quand même un travail important d'adaptation, et je ne veux pas dévoiler la dramaturgie choisie, mais tout à l'heure vous parliez de cette polysémie et de ce mélange des genres stylistiques. C'est ce que vous pratiquez sur cette pièce de nouveau, une espèce de renouvellement des genres, mais à l'intérieur même d'une pièce qui va faire combien, 2 heures? 2 heures environ, un petit peu plus de 2 heures. C'est cette difficulté technique-là que vous êtes en train d'ajuster 3 jours avant? Oui, en tout cas... Je fais les réponses et les questions. De ça. Les questions et les réponses. C'est bien, c'est très pratique. Je crois que, en fait, la liberté dont parlait Simon, je veux dire, le goût qu'on a pour avoir des formes différentes, elle vient juste de... C'est comme si on avait envie de faire flèche de tout bois. C'est-à-dire que si une scène, elle marche mieux, comme presque du théâtre jeune public, on va la faire. On va la faire comme ça, en fait. C'est presque juste par appétit fou du théâtre et de son artisanat et comment les choses, elles se racontent et la liberté que ça offre comme espace symbolique et aussi l'espace où il y a une convention qui peut être très forte et comme une compréhension du spectateur et du coup, on peut être très libre avec les codes qui se renouvellent sans cesse. Et en fait, la seule chose qui nous guide, c'est ce qui va être le plus parlant possible, et nos choix donc sont presque c'est des choix qui sont dramaturgiques, c'est-à-dire que c'est des choix qui sont d'habitude d'abord basés sur du fond, et après c'est la forme qui va lui donner le plus de force possible, c'est celle-ci qu'on va choisir. Par exemple, le magistrat, donc qui est interprété par Didier Sandre, dans le livre, il a des pensées. Il faut rendre compte de ses pensées au théâtre. Et donc, vous utilisez des objets. Oui, mais c'est un petit subterfuge dont on a eu l'idée au moment de l'adaptation. Mais c'est aussi... Donc, des objets modernes. Il s'enregistre comme s'il faisait un journal intime audio. Mais il s'enregistre pour la postérité. Il a envie de faire œuvre. À la fin de la pièce, il dit « Un jour, j'abandonnerai mes ambitions littéraires ». On a pensé à ça pour 2 choses. D'abord parce que Coetzee, il a travaillé beaucoup sur Beckett et que ça nous faisait penser à la dernière bande et à cette il a fait une thèse sur Beckett. Il a fait une thèse sur lui, absolument. Alors qu'il était mathématicien. Exactement, et même informaticien. Informaticien, avec un diplôme de mathématicien. C'est ça, oui. C'est un homme et il a fini sur Beckett. C'est ça. Du coup, il y avait la dernière bande, et puis il y avait aussi quelque chose qui peut-être est plus générationnel, la série Twin Peaks, où on aime beaucoup. Il y a un personnage dedans. Le personnage principal de Cooper. Dale Cooper, c'est ça. Qui n'arrête pas qui n'arrête pas de s'enregistrer à une certaine Diane. Kyle MacLachlan. C'est ça. Voilà. Et qu'on ne voit que dans la saison 3 qui a été réalisée 25 ans plus tard, mais cette fameuse Diane-là. En vrai, cette idée-là, elle nous a plu à la fois parce que ça nous permettait justement d'avoir des grands pans des réflexions du magistrat dans leur forme brute, mais aussi parce que ça trouvait une très grande cohérence pour nous parce que finalement, il est obsédé par la mémoire, par les archives, il ne cesse de déterrer des choses, des ruines, et par ce qu'il y a en dessous. Et donc en fait, finalement, on n'a pas dû avoir tant tordre le personnage, on l'a juste rendu plus théâtral et du coup c'est comme si on l'a plus incarné par cet enregistrement-là permanent qu'il fait de ses réflexions. C'est comme si c'était une manière d'incarner théâtralement ce qui est déjà présent dans le livre, qui est son goût et son besoin de faire histoire, en tout cas de laisser une trace. Et en même temps, il y a des scènes comme ça qui sont presque cinématographiques. Il y a aussi, je ne vais pas tout dévoiler. Et puis il y a des scènes qui sont très réelles. Vous êtes dans une oscillation permanente, un peu déstabilisante, j'imagine, pour les comédiens. Il faut... Très réel, c'est-à-dire Je pense à la scène de fête, par exemple, où Clément Bresson, qui joue un soldat qui torture pour le conte du colonel Jolle, raconte de façon extrêmement réaliste, avec une énergie très contemporaine, ce qu'il fait et comment il sent l'énergie de la personne qui torture. Ça, c'est quelque chose de presque du cinéma documentaire, quoi. C'est complètement. Ça a été d'ailleurs, c'est issu d'un documentaire d'ailleurs. Cette scène-là. D'accord. Elle a été construite à partir de différentes sources, à la fois dans Les damnés de la terre, Frantz Fanon. Pendant la guerre d'Algérie, il a reçu des tortionnaires en consultation dans son cabinet qui racontaient
En fanfaronnant. Eux, pour le coup, ils étaient malades, ils demandaient de l'aide, mais ils avaient aussi un rapport à la torture beaucoup. Des fois, ils voulaient juste pas trop avoir mal au crâne et pas trop, mais en fait, ils voulaient juste pouvoir continuer à torturer tranquillement, par exemple. Mais qu'on leur donne des pilules pour c'est ça. Pour que ça soit juste, ils puissent continuer à faire leur travail tranquillement. Donc, on a cette source-là, et puis on a aussi retiré, et on s'est beaucoup inspiré, et les comédiens, on leur a fait circuler un peu ce documentaire-là, qui est de Joshua Oppenheimer, qui s'appelle The Act of Killing, qui est un documentaire extraordinaire, bouleversant. C'est un des plus beaux documentaires que j'ai vu. Où il s'est rapproché très fortement avec des anciens mafieux qui ont aidé pendant le génocide. C'était en Indonésie. C'est ça. Je sais pas pourquoi, j'ai une espèce de doute constant sur un truc. Alors, je sais que c'est l'Indonésie. Un génocide de communistes qui a eu lieu. Et pour le coup, l'Indonésie, c'est encore les héros au moment où il fait son documentaire. Donc, pour le coup, il fanfaronne. Il montre comment est-ce qu'ils ont fait. Et le Joshua Oppenheimer, il les met en scène où ils rejouent les scènes qu'ils ont fait eux, et ils jouent eux-mêmes leurs victimes, et ils jouent eux-mêmes les victimes, et comme si, vu qu'il part du principe qu'ils vont tourner un film avec ce documentariste. Il retourne la caméra. Il retourne la caméra. Il est très très content, et ça leur fait un bouleversement de dingue de se mettre en position de victime, alors que ça faisait des années qu'ils fanfaronnaient. D'un coup, c'est comme si en se mettant à la place de la victime, ils comprenaient, mais à un tout petit degré, ce que ça avait été la peur de quelqu'un qui allait se faire tuer, etc. Alors que jusqu'ici, ils voulaient comme se protéger. Donc il a une très grande force, parce qu'il a une très grande force performative, ce documentaire, pour le coup. Parce que ça, vous donnez ça à boire et à manger aux comédiens. On l'a fait circuler, il y a un tout petit peu de matière dans... En fait, la scène existe dans Kedze, dans le roman, c'est-à-dire on sait que les tortures sont pratiquées, on sait qu'il a un assistant, et on sait que cet assistant échange avec les soldats. Donc nous, on l'a créé, on l'a fait sortir de terre à la fois en reprenant un petit peu de ce qui existe dans le roman, et puis on a... Vous l'avez nourri de ce... Voilà, exactement. Alors, le colonel Jolle, interprété par Stéphane Van Hoppen, abominable sujet d'un pouvoir dictatorial et xénophobe. Donc, le colonel pratique la torture, fait pratiquer la torture sur les barbares, qui l'emprisonnent et interrogent. Il y a plusieurs scènes, il y a plusieurs scènes qui racontent ça. Comment est-ce qu'on montre ça ? Comment est-ce qu'on rend compte de cela au théâtre ? On a décidé assez tôt que il n'y aurait pas de violence montrée directement en scène, hormis une scène qui vient d'être coupée. Donc il n'y en a plus dans le spectacle aujourd'hui, de scènes montrées de violence directement. Par contre, on a travaillé sur plusieurs manières possibles de montrer la trace, c'est-à-dire à la fois les stigmates et puis le récit, c'est-à-dire comment est-ce que on essaie de travailler par la bande pour évoquer le plus possible chez les spectateurs les images plutôt que de les imposer. On a l'impression que théâtralement, c'est ce qui est de plus fort, hein, que quelqu'un se fasse son cinéma intérieur sur ce qui a pu se passer entre deux scènes plutôt que de lui montrer. Après, il y a une... Comment dire, c'est aussi un principe de la tragédie, hein, de pas montrer le sang répandu sur scène. Il y a quelque chose un peu où on évacue. Le théâtre, il est toujours plus pauvre que la réalité. On peut pas faire un documentaire. Sa force, elle n'est pas là pour moi. Je crois que la force théâtrale, elle n'est pas dans l'exhibition des preuves du mal et de la violence, mais elle est dans la façon dont collectivement on peut s'en ressaisir de manière métaphorique ou symbolique. Ouais, c'est ça. Médiatisé par quelque chose et pas direct. C'est ce qu'on a essayé de faire. Je ne sais pas si on a réussi. C'est l'objet de cette pièce. C'est l'un des objectifs. C'est totalement inadapté. De montrer l'objectivation des êtres humains, de donner à réfléchir, de questionner. Oui, c'est sûr, mais c'est aussi... quand même, la pièce, elle parle de soubassement idéologique et d'un processus politique qui se passe dans cet empire, qui permet que petit à petit, les barbares deviennent des ennemis et deviennent des objets de violence totalement admis par la société. C'est de ça dont on voulait parler, précisément. C'est-à-dire... Dans l'une des références que vous convoquez pour nourrir votre réflexion, il y a la pensée de James Baldwin, je crois que vous en avez discuté avec les comédiens, et notamment sa réflexion sur le regard des Blancs sur les Noirs, scruter les contradictions humaines, c'est
Oui, de nouveau, c'est l'un des objets de cette pièce. Ça fait partie de... Parce que le personnage du magistrat, si on peut considérer qu'il c'est le gentil de l'histoire, et en même temps, il est assez complexe, cet homme. Bien sûr. Il est en quête, il est exemplaire, et en même temps totalement incomplet, imparfait. Il nous ressemble. C'est-à-dire que... En tout cas, on s'est rendu compte au fur et à mesure de notre travail qu'en fait, ce n'était pas une fable humaniste, parce que sinon ça apportait quelque chose peut-être un peu tiède au regard des spectateurs. En fait, c'est une fable cruelle, une très grande cruauté. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Parce qu'en fait, le roman met à mal l'humaniste très profondément. C'est-à-dire que l'humaniste a un cran de retard. Qui est incarné par le magistrat, Voilà. Si on veut... Donc, le magistrat, il a un cran de retard à chaque instant. C'est-à-dire qu'il ne sait pas... Les tortures ont lieu dans la caserne, il les entend, il va voir en pleine nuit ce qu'il s'est passé, il essaye de tant bien que mal, mais en fait il ne veut pas voir, il essaye... Quand il arrive, c'est jamais un héros, il n'est pas héroïque, ce personnage-là. C'est en ça qu'il est beau, c'est qu'il voudrait juste vivre une vie paisible comme nous, c'est-à-dire que nous on vit dans une certaine forme de confort. Un peu chahuté, mais il n'empêche qu'on a encore le choix, on a l'impression d'avoir encore le choix entre regarder, juste passer notre soirée à regarder des films et à lire des livres, et sentir qu'il se passe des choses terribles dans le monde qui nous agitent. On a encore le choix de ne pas regarder. Et le magistrat, il a encore pris là-dedans, il voudrait passer une retraite tranquille, et il n'arrête pas de dire ça. Il veut juste avoir des histoires d'amour, profiter des il veut faire des bons repas avec ses amis et aller tranquillement vers la tombe avec eux. La violence, c'est lui, il est déjà le Titanic est déjà coulé. Il est déjà rattrapé dès le début, en fait. Bien sûr. Mais par exemple, il y a une archive très belle que joue Didier au milieu de l'acte 1, où il raconte que il pense que c'est un phénomène d'hystérie collective qui s'empare périodiquement des gens, et puis que ça va passer, qu'une fois par génération, les gens se mettent un peu à avoir peur des barbares, et puis que ça se tasse, et puis que ça va revenir. Ils voient pas qu'il y a quelque chose qui est une originalité foncière dans ce qui est en train de se passer pendant la pièce. Décisive. Exactement. Pour lui comme pour la société. En fait. Et ce qui est très cruel, c'est une fable cruelle parce que il est tendu, il lui arrive quelque chose. De la condition humaine, d'une certaine façon. Il lui arrive quelque chose. À force de ne pas regarder. Bien sûr, mais c'est pas. On voulait pas du tout faire une pièce morale, ça nous intéresse pas du tout, mais politique. Plutôt politique, non, mais en tout cas pas au sens directement de genre avec un discours, ça nous intéresse absolument pas. On pense pas que ce soit le théâtre le lieu pour faire ça, mais plutôt politisé peut-être, oui, c'est-à-dire qu'il met le doigt le plus possible, la main le plus possible dans des questions qui sont en train de travailler notre société maintenant et qui sont en train de nous agiter, nous, spectateurs de théâtre, artistes, metteurs en scène, et de nous dire quelle est notre position à l'intérieur de tout ça. En aucune façon on prétend donner de leçons, on voudrait s'en préserver le plus possible, mais plutôt poser des questions de manière forte, centrale, et les faire infuser à l'intérieur des spectateurs tout le long de la représentation, de la même façon qu'on essaie de les faire infuser dans l'équipe. On a parlé très longuement avec Didier Sandre, avec Suliane Brahim, avec Stéphane Varupen, avec tous les comédiens de la portée du texte, de ce qu'il veut dire aujourd'hui, de ce qui se réfère aujourd'hui. Les adjonctions de matière étaient un prétexte pour ça, de dire, ok, en fait... Les adjonctions de matière sont les références. Ouais, c'est ça. Le documentaire dont on parle, qui nous a un peu servi, etc. Est-ce que c'est un roman... Vous avez eu des conversations citoyennes ? Non. Artistique. Artistique, j'espère, de se dire, ok, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Qu'est-ce qui est à l'œuvre ? Comment est-ce qu'on vit dedans ? Aussi, on a commencé à travailler la pièce au moment où on était en plein dans la pandémie. Et je me souviens, les comédiens ont dit à la première lecture, mais on est comme anesthésiés par cette catastrophe qui nous arrive. Enfin, pas tous, mais certains. Et ben on disait, c'est ça le sujet de la pièce, c'est la catastrophe. Il y a quelque chose qui nous tombe dessus, on ne sait pas comment y réagir. C'est en ça que c'est une pièce pour tout le monde. Cette espèce d'indécision ou de sidération qui nous arrive maintenant, les catastrophes écologiques, les catastrophes pandémiques qui nous sont tombées dessus, qui nous tombent dessus encore en ce moment. C'est à ça que cette pièce essaye de réfléchir. C'est la place du théâtre. C'est une discussion que vous avez eue avec la troupe. Parce que encore une fois, vous avez travaillé à un moment particulier pour le théâtre. Un moment où le théâtre pouvait travailler, mais ne pas advenir, puisqu'il n'y avait pas de public.
Il n'y avait pas cette conversation. La place du théâtre, elle est là, elle est dans le questionnement collectif. Complètement, elle est là pour. Enfin, je veux dire, moi, je suis assez atterrée du temps qu'on a mis à réouvrir les théâtres, dans le sens où moi, c'est quand même du soin, c'est-à-dire que c'est une façon de recréer. Là, on a vécu une année très difficile où du coup, on s'est refermé sur nous individuellement. Chacun s'est un peu comme défendu. On s'est protégé, notre santé. On a été séparés et le théâtre, il est là pour créer du commun, pour que collectivement on regarde quelque chose comme les grandes tragédies grecques le faisaient, pour que on ne pleure pas séparément, on pleure tous ensemble à un moment donné. Et puis quand on a bien pleuré, on peut repartir dans notre vie. Mais c'est un soin des âmes. Et je suis très étonnée de me rendre compte de la place où nos politiques mettent ce soin des âmes. C'est-à-dire que pendant cette année-là si difficile, je me suis demandé pourquoi est-ce que c'était pas un endroit où, au contraire, on avait renforcé le commun et dont on avait pris soin des âmes des gens qui étaient tellement bouleversés. On s'est retrouvés face à des questionnements si difficiles. Si c'est fort de dire peut-être que je vais tuer quelqu'un en ne faisant pas attention, c'est quand même des gouffres. Et les adolescents, oui, c'est des gouffres existentiels fous. Et les gens de 14-15 ans faisant des fêtes, avaient la culpabilité d'avoir rendu malades leurs parents, peut-être même les avoir fait mourir. On s'est retrouvés face à des gouffres existentiels énormes. Et je suis étonnée, encore aujourd'hui, de me rendre compte à quel point ça n'a pas été pris en charge. Et on s'est pas dit, ok, c'est le moment, il faut que... Alors il y avait les choses sanitaires à gérer, etc. Mais quand même, je trouve ça étonnant. Est-ce qu'on termine là-dessus? Allez. Oui. Questionnement. Bon, merci. C'était passionnant. Merci Camille Vernon et Simon Bourgade. Bonne route. Jusqu'au 18 juin, mais j'ai l'impression que tout est bon là. Première En attendant les barbares, adapté du roman de Coetzee au Théâtre du Vieux Colombier jusqu'au 3 juillet, puis reprise à l'automne. Tout à fait. Touche du bois. Voilà. Reprise à l'automne. Ne manquez pas. Sur la 4e vague. Ah oui, on n'est pas à l'abri d'une 4e vague. On n'est pas à l'abri. Mais on aura maintenant, on sait faire à peu près. Ne manquez pas cette semaine les lectures de La Recherche du temps perdu de Marcel Proust par la troupe tous les jours du mardi au samedi de 19h à 20h. La troupe ira jusqu'au bout de ces 7 tomes. Lundi prochain, vous retrouverez Arthur, le Noir, et Judith Chêne pour une nouvelle édition de Quelle Comédie. Merci de nous avoir suivis comme tous les lundis. Bonne semaine avec la Comédie Française.